Un immense navire japonais nommé Chikyu prend la mer pour venger l'attaque de la Chine contre le Japon. C'est tellement grave que si la Chine ne recule pas, le Japon pourrait perdre 2,6 billions de yens en une seule année. Vous n'en avez sûrement jamais entendu parler, car aucune balle n'a été tirée. Pourtant, les dégâts pourraient paralyser le Japon. Le 6 janvier 2026, la Chine a annoncé des restrictions sévères sur la vente de terres rares aux entreprises japonaises. C'est un peu comme le pétrole brut, mais pour la technologie moderne. Vos téléphones, ordinateurs portables, systèmes de défense et presque toutes les technologies auxquelles vous pouvez penser ne sont que des objets décoratifs, sans les terres rares. Le seul problème avec elles, c'est la mafia qui les contrôle. Et dès que vous vous opposez à leur intimidation, ils vous feront souffrir. Le moment est arrivé où la dame de fer du Japon a mis le feu à la Chine avec une seule phrase. Elle a dit qu'une attaque de la Chine contre Taïwan serait une crise existentielle pour le Japon, qui pourrait devoir intervenir. La Chine a été si énervée qu'un responsable a parlé sans vergogne de lui couper la tête. Mais le vrai choc fut la frappe chirurgicale qui rappelait un événement passé. Le 6 janvier, la Chine a imposé ses premières restrictions sur les terres rares. 3 jours plus tard, Pékin a suspendu toutes les licences d'exportation de terres rares lourdes et d'aimants vers les entreprises japonaises. C'était un blocus économique. Et pourquoi pas ? Le monde est aveuglé par la superpuissance qui se cache derrière un faux nom, les éléments de terres rares. La Chine détient 70% de la production mondiale et plus de 90% du raffinage des terres rares. Si elle coupe l'approvisionnement, il n'y a presque aucune alternative. Le Japon est le principal importateur mondial de terres rares. En janvier, le ralentissement des licences par la Chine a aussitôt perturbé les chaînes d'approvisionnement, en flux tendu, de l'industrie manufacturière japonaise. La Chine fournissait 80% des terres rares et un tiers des aimants du Japon au début. Mais pourquoi ai-je dit que terre rare est un faux nom ? Regardez ce métal, c'est un élément de terre rare, le cérium. On pourrait croire qu'ils sont très rares et présents seulement dans des lieux spéciaux. Pourtant, le cérium est 2 fois plus abondant que le cuivre dans la croûte terrestre. En réalité, même le thulium, l'élément de terre rare le plus rare, reste 5 à 6 fois plus courant que l'or. Donc, en théorie, ces éléments ne sont pas si rares. Mais alors, pourquoi le monde est-il dangereusement dépendant de la Chine ? Après l'intimidation et le chantage, ils auraient pu trouver leurs propres terres rares et briser cette dépendance. Tout cela paraît idéal en théorie. En réalité, ils restent dépendants du super pouvoir de la Chine, qui s'active après la découverte d'une terre rare. Donc, même si un pays découvre des réserves de terres rares, ce qui est déjà très difficile en soi, les étapes suivantes le rendent dépendant de la Chine. Les extraire est un véritable enfer à la base. Elles ne se concentrent presque jamais en un seul endroit. En général, moins de 5% du minerai est réellement utile. Elles sont souvent mélangées à des substances radioactives comme le thorium et l'uranium. Leur séparation exige plus de 100 étapes car elles sont chimiquement presque identiques. La mine chinoise de Bayanobo doit broyer du minerai de faible teneur et effectuer plus de 100 séparations pour obtenir un matériau utilisable. Le processus est très énergivore, génère des montagnes de déchets toxiques et coûte une fortune. Ainsi, peu souhaitent construire les installations nécessaires. Beaucoup de pays manquent de technologie ou sont freinés par l'écologie. L'Europe évite cela pour des raisons environnementales, tandis que la Chine possède une combinaison létale des deux. Cela a trompé la Chine, lui faisant penser qu'elle pouvait intimider sans subir de représailles. Comme en 2010. Le 7 septembre 2010, un bateau de pêche chinois a percuté un navire des gardes-côtes japonais près des îles Senkaku. Vous avez peut-être déjà entendu ce nom. Ce sont les mêmes îles contestées de la mer de Chine orientale, que les deux pays se disputent depuis des décennies. Le Japon a donc arrêté le capitaine. Rien d'extraordinaire, c'est classique. Mais la Chine a réagi avec une mesure incroyablement agressive. Elle a simplement cessé d'expédier des terres rares au Japon. Pas d'annonce officielle, pas d'embargo formel, ils ont juste coupé l'approvisionnement discrètement. Alors que la Chine niait publiquement l'existence d'un embargo, les données racontent une toute autre histoire. Les registres des douanes montrent que la Chine a réduit ses quotas d'exportation de terres rares, passant d'environ 65 000 tonnes en 2008 à environ 30 000 tonnes en 2010. Il s'agissait d'une réduction de 54%. Le Japon n'avait rien fait de mal, mais a regretté cette décision en raison de sa situation lamentable à l'époque. En 2010, la situation du Japon était pire qu'aujourd'hui. Ils importaient 90% de leurs terres rares, surtout les lourdes, de Chine pour les aimants performants des voitures et de l'électronique. Tout dépendait d'une seule source, susceptible de disparaître soudainement pour des raisons politiques. Cette interdiction a commencé à tuer le Japon en silence. Les prix ont explosé. Les terres rares lourdes ont augmenté de 400 à 600%, et dans certains cas, leur valeur a été multipliée par 10 en une seule année.
Les constructeurs automobiles japonais peinaient à obtenir les matériaux pour moteurs hybrides. Les usines d'électronique étaient débloquées, et les chaînes de production à l'arrêt, paralysant tout le secteur industriel. Le monde a vu comment un pays a utilisé le contrôle des matériaux critiques comme arme. Le Japon y a répondu par une solution temporaire. Le Japon s'est allié avec l'Union européenne et les États-Unis, et a poursuivi la Chine devant l'Organisation mondiale du commerce. 4 ans plus tard, en 2014, ils ont gagné, et la Chine a dû abandonner son système de quotas d'exportation. Problème résolu, n'est-ce pas ? Non, pas du tout. Pékin a simplement changé de tactique. Ils ont remplacé les quotas par des licences plus strictes, et placé toute l'industrie des terres rares, sous contrôle gouvernemental direct. Mais derrière le visage agité du Japon se cachait un génie calme, celui qui a silencieusement commencé à élaborer un plan pour détrôner la Chine. Dans le mois suivant, la crise de 2010, le Japon a adopté un budget d'urgence de 100 milliards de yens pour se libérer de la dépendance aux terres rares chinoises. C'est devenu une mission de sécurité nationale. Le gouvernement a déployé une stratégie via son ministère de l'économie, du commerce et de l'industrie, et Jogmac. Pendant 15 ans, ils se sont consacrés à 4 approches principales. Réduire la quantité de terres rares réellement nécessaires dans leurs produits. Trouver des matériaux alternatifs capables de remplir la même fonction. Augmenter massivement le recyclage pour extraire les terres rares des anciens appareils et créer de toutes nouvelles sources d'approvisionnement en dehors de la Chine. Ce jeu a commencé par un investissement de 250 millions de dollars en 2011 dans Linus Rare Earths. Cela a créé une chaîne d'approvisionnement distincte, de la mine de Mount Weld en Australie aux usines de traitement en Malaisie. Cela a exclu la Chine et est devenu la principale source de terres rares hors Chine. Le Japon a soutenu des projets miniers au Vietnam et en Namibie, subventionné des entreprises pour réduire l'usage de dysprosium et d'autres éléments rares, et abordé le problème de multiples façons. Mais ces efforts ont-ils été efficaces ? En 2024, le Japon a réduit la part de la Chine de 90% à environ 60 à 63%. C'est encore beaucoup trop élevé, mais c'est une amélioration massive par rapport à leur point de départ. Après 15 ans et des milliards investis, le Japon a mis en place des fournisseurs de secours, créé des réserves et repensé des industries. Mais quand la Chine a réappuyé sur le bouton en janvier 2026, le Japon restait assez vulnérable pour que son économie soit détruite. Le Japon a jugé l'interdiction inacceptable, a saisi l'OMC, contacté d'urgence les États-Unis, l'Australie et l'Inde via le Quad, et cherché d'autres sources d'approvisionnement. Le Japon a encore été victime d'intimidation, comme auparavant. En novembre 2025, le nouveau Premier ministre du Japon s'est tenu devant le Parlement et a déclaré que si la Chine attaquait Taïwan, cela pourrait être considéré comme une crise existentielle pour le Japon, selon leur loi de sécurité de 2015. Ces mots précis ont un poids juridique sérieux. Qualifier quelque chose de crise existentielle selon la loi japonaise signifie que le Japon pourrait activer la défense collective. Ils pourraient se déployer leurs forces d'autodéfense pour soutenir leurs alliés, y compris Taïwan. Pour un pays à constitution pacifiste depuis la Seconde Guerre mondiale, c'était majeur. Pékin a vu cela comme une attaque directe contre leur politique d'une seule Chine et a exigé que Takaichi retire ses propos. Mais elle a refusé. La situation a vite dégénéré. Le consul général de Chine à Osaka, Xu Xian, a publié sur les réseaux sociaux un message dépassant toutes les limites diplomatiques. Il a écrit que le coup sale de l'intrus devait être tranché sans hésitation. C'était une menace directe. Tokyo a immédiatement déposé une protestation officielle, mais Pékin ne reculait pas. Les diplomates se sont rencontrés tandis que Pékin exigeait toujours une rétractation complète, présentant cela comme une tentative japonaise de dominer l'Asie et attisant la colère nationaliste. Pendant que les diplomates se disputaient, le ministère du commerce chinois préparait la vraie punition. En 2025, ils avaient instauré un cadre juridique pour utiliser les terres rares comme une arme, bien plus redoutable qu'en 2010 car. En avril 2025, ils ont lancé la première vague de contrôle à l'exportation sur 7 terres rares lourdes, puis la deuxième en octobre. 8 nouvelles notifications ont tout changé. Ces règles ne visaient plus seulement les matières premières, elles visaient les équipements de traitement, technologie et tout ayant un usage militaire potentiel. La règle sur les filiales était particulièrement astucieuse. Elle précise que si un produit contient au moins 0,1% de terres rares chinoises ou utilise une technologie chinoise, les entreprises étrangères devront obtenir l'approbation de Pékin pour l'exporter. Même si le produit final est fabriqué en Australie ou au Vietnam, la Chine revendique le contrôle si des terres rares ou une technologie chinoise ont été utilisées. C'est une mort lente pour le Japon. Douleur économique maximale, peu de réactions internationales et aucune preuve claire pour saisir l'OMC. La Chine a envoyé un message disant que si vous envisagez même de défendre Taïwan, nous pouvons paralyser votre économie sans tirer un seul coup de feu. Mais le Japon a décidé de faire quelque chose de fou. Assez fou pour les rendre indépendants pendant 700 ans.
Le 12 janvier 2026, quelques jours seulement, après que la Chine ait resserré l'étau, un immense navire de forage japonais appelé Chikyu a mis les voiles vers une île étrange. Ils ont mis le cap sur Minami-Torishima, l'une des îles les plus isolées du Pacifique. C'est étrange, car l'île se trouve à 1900 km de Tokyo, absolument au milieu de nulle part. Cette île n'a ni résidents permanents, ni population civile. Qu'est-ce qui rend cette île si incroyable ? En réalité, le trésor n'est pas sur l'île, mais dans ses eaux. C'était une mission impossible. Forée à 6000 mètres, sous l'océan pour extraire de la boue riche en terres rares, soit près de 6 km de profondeur, plus profond que le mont Fuji. La pression y est si extrême qu'elle écraserait presque toute construction humaine. Le plus fou, c'est que personne n'a jamais tenté d'extraction continue à ces profondeurs. Cela paraît irréalisable, mais l'impossible est précisément ce que les Japonais surmontent souvent. Le 2 février, 3 semaines après, ils ont annoncé leur réussite. Les chiffres sont impressionnants. Ce gisement sous-marin renferme 16 millions de tonnes d'oxyde de terres rares, le classant 3e mondial. Plus important encore, il est riche en terres rares lourdes, précisément celles que la Chine vient de couper. Assez de dysprosium pour 730 ans, et assez d'yttrium pour 780 ans. La boue est en fait composée de millions d'années d'os de poissons qui ont absorbé des terres rares depuis l'océan. Les scientifiques japonais ont réussi à la concentrer de 5000 parties par million, jusqu'à 22 000. Ils ont transformé une boue de faible qualité en une ressource aussi précieuse qu'une mine. Atteindre 350 tonnes par jour d'ici 2027 rendrait le Japon autosuffisant. Mais ils prennent aussi leurs précautions. Tokyo a investi 39 milliards de yens pour soutenir des projets miniers au Vietnam et en Australie. Ce budget de 780 milliards de dollars comprend près de 4 milliards pour les technologies vertes et 242 millions pour le recyclage, soit une hausse de 60% en un an. Les entreprises technologiques progressent aussi très vite. Proterial a lancé la production en série d'aimants, sans dysprosium ni terbium. Nissan a diminué de moitié les coûts de recyclage. Le plan vise à couvrir 15 à 20% des besoins du Japon par le recyclage des anciens appareils et voitures. La chaîne d'approvisionnement Linus en Australie est saturée, et les projets au Vietnam et en Namibie sont accélérés. Toutes les sources hors Chine sont à plein régime. Le problème est qu'aucune solution ne sauve le Japon aujourd'hui. L'exploitation minière sous-marine ne sera rentable qu'en 2027, et le recyclage couvre au plus 20% des besoins. Les autres fournisseurs ne peuvent pas augmenter la production instantanément. Le Japon a 6 mois de stock et des plans à long terme, mais leurs effets prendront des années. La Chine garde une forte mainmise. Le Japon peut-il tenir assez longtemps pour que ces solutions fonctionnent ? Ou la pression économique de Pékin le forcera-t-elle à céder sur Taïwan avant ? Selon l'Institut de recherche Nomura, si la Chine maintient cette situation pendant seulement 3 mois, le Japon perdra 660 milliards de yens en production, soit environ 4,3 milliards de dollars, et 0,1% sera retranché de son PIB. C'est douloureux mais supportable. Mais si cela dure une année entière, 2600 milliards de yens perdus, soit environ 17 milliards de dollars. Cela représente une baisse de 0,4% du PIB. Certains analystes sont encore plus pessimistes, avertissant que le PIB réel pourrait chuter de 1,3% à 3,2% si cette situation perdure. Le Japon, principal importateur mondial de terres rares, dépendait à 80% de la Chine, qui fournissait aussi un tiers de ses aimants. L'industrie automobile a été la première affectée. Les véhicules hybrides et électriques nécessitent 2 à 3 kg d'aimants, en néodyme, pour leur moteur. Sans aimant, pas de production. En janvier 2026, Honda a stoppé la production dans plusieurs usines. Toyota a fortement revu à la baisse sa production mondiale, touchant potentiellement des centaines de milliers de véhicules. Suzuki a stoppé la fabrication de la Swift en raison d'une pénurie de terres rares. Cela arrive alors que la demande mondiale de véhicules électriques croît de 7,7%. Les constructeurs japonais reculent face aux concurrents chinois et coréens, qui ne subissent pas d'interdiction d'exportation. Les matières premières coûtent désormais très cher. L'oxyde de NdPr, le matériau clé pour les aimants, a grimpé jusqu'à près de 100 000 $ la tonne en janvier, un record sur plusieurs années. Les fournisseurs chinois imposent désormais des prix variables et des commandes minimales, excluant ainsi les petites entreprises. Le marché japonais de l'exportation de voitures d'occasion, évalué à 1,5 billion de yens, connaît une stabilisation des prix, tandis que les livraisons de voitures neuves sont retardées par des problèmes de production. Soudain, tous cherchaient des hybrides d'occasion ou des voitures à essence disponibles. Les Toyota Land Cruiser et Alphard étaient massivement exportés vers la Russie et l'Afrique. La valeur des véhicules électriques d'occasion a chuté, car les nouvelles batteries sans terres rares sont devenues moins chères. Pendant que les usines japonaises s'arrêtent, Washington s'agite. Le ministre des Finances japonais et la secrétaire au Trésor américaine ont convoqué une réunion d'urgence. Et ce ne sont pas les seuls.
Le Royaume-Uni, le Canada, la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Australie, la Corée du Sud, l'Inde, le Mexique, tout le monde est là. Ils parlent tous d'une seule chose. Comment stopper la Chine dans cette folie ? Ils parlent de réduction prudente des risques, mais veulent surtout qu'on cesse de dépendre d'elle avant qu'elle ne nous étrangle. On propose un prix plancher pour les terres rares, afin d'éviter que la Chine n'inonde le marché de matériaux bon marché et n'élimine la concurrence comme après 2012. Ce n'était pas juste une réaction de panique. En octobre 2025, avant que tout cela n'explose, Takeichi et Trump avaient déjà signé un vaste accord cadre, techniquement non contraignant, mais les implications sont énormes. Ils ont fondé le groupe de réponse rapide pour la sécurité de l'approvisionnement en minéraux critiques. Ça sonne comme un jargon bureaucratique, mais c'est essentiellement les États-Unis et le Japon qui disent « Nous construisons notre propre système de terres rares, et la Chine, tu n'es pas invité. » Financement conjoint pour les mines, stock partagé et accélération des autorisations. Le Japon et le Royaume-Uni ont rejoint l'accord d'Hiroshima pour développer le recyclage des aimants et protéger les chaînes d'approvisionnement contre les cyberattaques. Chacun prépare des alternatives. Mais Pékin a observé tout cela. Et ils sont furieux. De leur point de vue, on dirait que tout l'Occident essaie de les enfermer. Ils parlent d'encerclement, d'un jeu à somme nulle pour freiner la montée de la Chine. Selon les responsables chinois, les contrôles à l'exportation sont justifiés. Ils qualifient cela de réponse légitime à la remilitarisation du Japon et à son alliance avec l'agression économique américaine. Les analystes chinois estiment que le Japon dépendait de la Chine pour ses terres rares, car elles étaient moins chères et de meilleure qualité. Aujourd'hui, Tokyo joue la victime de ses propres choix commerciaux. Voici la manœuvre qui montre à quel point Pékin est calculateur. Fin 2025, la Chine assouplit temporairement certains contrôles à l'exportation, après un accord commercial avec les États-Unis en Malaisie. La Chine a prouvé qu'elle pouvait renforcer les restrictions quand elle le souhaite, puis les assouplir pour certains partenaires dans le cadre de négociations diplomatiques ou commerciales. Pékin dispose ainsi d'un levier sur les chaînes d'approvisionnement mondiales et montre que la pression peut être sélective et négociée. Les analystes du CSIS qualifient cela de diplomatie coercitive classique à travers les minéraux critiques. Le Japon marche sur une corde raide. Il dénonce publiquement l'interdiction comme inacceptable et dépose des protestations officielles. Mais discrètement, Tokyo veille à ne pas préciser à quel point les réductions de terres rares sont sévères. Ils ne veulent pas provoquer de panique générale, ni se retrouver dans une situation où il leur serait impossible de faire marche arrière. Mais chose surprenante, même après tout ce chaos, Takeichi conserve encore son plus grand super-pouvoir. La position ferme de Takeichi sur Taïwan n'a pas encore affecté ses sondages. Les électeurs japonais l'acceptent, et elle bénéficie d'un large soutien. Mais les lobbies d'affaires, eux, paniquent et font pression sur le gouvernement en coulisses pour trouver une issue qui ne détruise pas les profits des entreprises. Washington considère cela comme un test grandeur nature. La Chine teste si couper des ressources clés peut pousser une grande économie à rentrer dans le rang. Si cela fonctionne, d'autres pays comme la Corée du Sud ou l'Australie pourraient être les prochains. Ainsi, les États-Unis accélèrent leurs investissements dans des projets de terres rares avec leurs alliés et créent des stocks d'urgence. L'Europe, l'Inde et la Corée du Sud, non concernées pour l'instant, élaborent déjà leur propre plan de secours. Si cela peut arriver au Japon après 15 ans de préparation, cela peut toucher n'importe qui. Cette fois, les dégâts pourraient même être multiples. En 2014, le Japon, l'Union européenne et les États-Unis ont gagné contre la Chine à l'OMC, car celle-ci imposait des quotas d'exportation évidents. Cette fois, Pékin a tout justifié par la sécurité nationale et les contrôles à double usage. Les règles de l'OMC deviennent vraiment faibles lorsqu'il s'agit de justifications liées à la sécurité nationale. C'est beaucoup plus facile pour la Chine de se défendre. Une nouvelle affaire à l'OMC est possible, mais le système commercial mondial s'effondre déjà. Guerre des semi-conducteurs, droits de douane de rétorsion. Donc une affaire de plus pourrait être insignifiante. La Chine a révélé une arme économique quasi impossible à contrer par le droit international. Tous les gouvernements occidentaux réalisent que les institutions censées les protéger pourraient être inutiles, et les conséquences dépassent le Japon. Le monde entier s'empresse de réorganiser la façon dont il se procure des matériaux essentiels, et cela se passe très rapidement. En juillet 2025, le Quad, soit l'Australie, l'Inde, le Japon et les États-Unis, a lancé l'initiative Quad pour les minéraux critiques. Ils cherchent à harmoniser les normes techniques, identifier les matériaux critiques et créer une plateforme commune pour financer ensemble des projets miniers plutôt que de se concurrencer. L'Inde tente, par exemple, de s'affranchir de sa dépendance envers la Chine. Dans le budget de février 2026, New Delhi a annoncé la création de corridors de terres rares dans 4 États, Odisha, Kerala, Andhra Pradesh et Tamil Nadu. Ils développent des écosystèmes régionaux intégrés pour extraire et traiter, espérant devenir un fournisseur alternatif hors du contrôle chinois. L'Europe, elle, a d'autres projets.
Les restrictions chinoises sur le gallium, le germanium et les terres rares ont conduit l'Union européenne à créer en 2026 le Centre européen des matières premières critiques. Ils reprennent la stratégie du Japon, misant sur la diversification positive pour la nature. En gros, il s'agit d'une exploitation minière qui prend en compte les coûts environnementaux et sociaux, au lieu de simplement chercher à réduire les prix au maximum. Et cela commence à changer les normes mondiales de l'industrie minière. Le G7 promeut les achats basés sur le cycle de vie, afin de pénaliser les terres rares, produites avec de forts impacts environnementaux, des déchets radioactifs et une surconsommation d'eau, reprochée à la production chinoise depuis longtemps. Les chiffres expliquent sans la panique. En 2024, le marché mondial des aimants permanents, en terres rares, valait plus de 13 milliards de dollars. On prévoit qu'il atteindra 25 milliards de dollars d'ici 2030. La demande d'oxyde de NdPr, le matériau clé des aimants, augmente de 7,7% par an, mais il y a un problème. Même si tous les projets de raffinage hors de Chine actuellement prévus voient réellement le jour et atteignent leurs objectifs, d'ici 2030, ils auront peut-être une capacité de 30 000 tonnes. Cela peut sembler beaucoup, jusqu'à ce que vous réalisiez que cela ne représente que 15 à 20% de la demande mondiale prévue. La Chine va contrôler la majorité du raffinage des terres rares dans un avenir prévisible, même si tout le monde essaie désespérément de construire des alternatives. Ils ont déjà trop d'avance, une grande expertise et une infrastructure incroyable en place. Le nouvel ordre mondial n'est plus fondé sur des alliances militaires ou idéologiques, mais sur le contrôle des matériaux essentiels au monde. Actuellement, la Chine reste gagnante, malgré les efforts des autres pour la rattraper. En 2024, la Chine assure 60 à 70% de la production mondiale de terres rares et domine leur traitement. Un rapport de 2025 a utilisé l'indice Herfindahl-Hirschman, une méthode pour mesurer la concentration du marché. La Chine a dépassé 4000. Un score au-dessus de 2500 signale une forte concentration. Au-dessus de 4000, c'est un vrai monopole. Même si on extrait des terres rares ailleurs, en Australie ou aux États-Unis, le minerai doit toujours être traité. Et ce traitement se fait encore principalement en Chine. Et c'est là le véritable piège. Plus la Chine utilise les minéraux comme armes, plus le monde se divise en blocs minéraux distincts selon les analystes. L'un centré sur la Chine, intégrant raffinage et industrie, et attirant des parties de l'Asie et des partenaires africains. Le bloc composé des États-Unis, du Japon, de l'Union européenne, de l'Australie et de l'Inde crée coûte que coûte des chaînes d'approvisionnement parallèles. Cette fragmentation est déjà en marche. Les pays acceptent de payer 2 à 3 fois plus pour les terres rares afin d'assurer un approvisionnement sécurisé, sans risque d'interruption politique. 3 scénarios existent, chacun menant à un monde très différent. La première option, le Japon persévère et réussit réellement à y parvenir. D'ici 2030, ils ont réduit leur dépendance envers la Chine à moins de 50% grâce à leur détermination. Les importations du Vietnam et d'Australie ont augmenté. L'exploitation minière des grands fonds donne déjà des résultats. Ces aimants sans dysprosium sont omniprésents. La Chine resterait dominante mais ne pourrait plus étouffer le Japon. Deuxième scénario, la situation se détériore rapidement. Un conflit militaire éclate autour de Taïwan. Ou bien la Chine décide simplement de tout arrêter et coupe complètement l'accès aux terres rares. Le Japon et l'Occident ripostent en interdisant toutes les exportations de technologies avancées vers la Chine. L'économie mondiale ne trébuche pas seulement, elle s'effondre. Le PIB du Japon chute de plus de 3%, la production automobile s'arrête mondialement pendant des années, entraînant une récession majeure. Mais le troisième scénario devient vraiment fou. Le pari japonais sur les grands fonds marins réussit. D'ici 2030, ils exploitent les 16 millions de tonnes de réserves de terres rares à Minamitori. Le Japon ne fait pas qu'échapper à la Chine. Il inverse la situation et devient un fournisseur clé de terres rares lourdes dans le monde, remettant en cause le quasi-monopole chinois. Le Japon évolue d'acheteur sous pression à producteur souverain, imposant ses règles. Seul l'avenir dira quel scénario se concrétisera.